Bah écoute, Anis, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui est quand même assez particulier et voilà comment tu en es arrivé à cette prise de conscience qui t'a fait quitter le monde de la finance complètement. Voilà, la parole est à toi. D'accord, bonsoir tout le monde. Bon, en fait, j'ai d'abord fait une carrière dans la finance. Et quand on dit la finance, c'est la haute finance, c'est-à-dire dans les salles de marché de la Société Générale, qui était à l'époque la principale banque de dérivés, même dans le monde, parce qu'il y a une école française de la finance un peu mathématique, c'est-à-dire que que ce soit la BNP ou la Société Générale, dans les années 2000, étaient les plus fortes sur tout ce qui était les produits les plus compliqués ou certains diront les plus toxiques. Donc j'ai commencé comme ça. Pourquoi? Parce que en France, il y avait beaucoup de profils ingénieurs qui étaient demandés dans la finance parce que justement le début des années 2000 a coïncidé avec deux choses, la mathématisation de la finance et aussi le fait qu'on utilise de plus en plus d'ordinateurs. Et donc, on avait Oui. besoin d'algorithmes puissants, de passages d'ordre très rapides. Et donc, on avait besoin de beaucoup d'ingénieurs qui venaient des grandes écoles françaises pour aller justement dans les salles de marché. Et donc, je suis venu à ce moment-là. Et ça a coïncidé en même temps avec la bulle Internet, fin des années 90, début des années 2000. Elle a éclaté en septembre 2001. Et ça, donc, c'était à la Société Générale. Je suis resté 8 ans jusqu'en 2009. Et ensuite, je suis parti en Angleterre pour travailler chez Nomura. C'est la banque qui a repris Lehman Brothers, c'est-à-dire celle qui avait fait faillite en 2008, en septembre 2008. Mhm. Donc, je me suis retrouvé dès 2009, quelques mois après la faillite, en plein cœur de la salle des marchés, justement, de la banque qui avait fait faillite et qui était au cœur du cyclone de la crise des subprimes de l'époque. Crise, justement, dont on subit encore jusqu'à aujourd'hui les conséquences. Et après, j'ai fini ma carrière à la Barclays, qui est la deuxième banque britannique. Mais alors, donc là, c'est juste le CV, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup d'ingénieurs, on y va avec un peu des rêves quand on va en salle de marché. Mhm. C'est pour l'ancien sportif que j'étais, d'assez bon niveau, parce que je joue en national au Paris FC, qui est le deuxième club parisien. C'était très stimulant de travailler dans une salle de marché. C'est-à-dire que c'est très compétitif, on veut réussir. Et ce qui est bien, c'est que il y a ni nom, ni couleur de peau, il y a rien, il y a un chiffre, c'est notre ce qu'on appelle le PNL, Oui. le profit and loss, c'est-à-dire les gains, les pertes ou les gains qu'on fait. Et donc il y a que ce chiffre qui compte pour dire ce qu'on vaut à peu près. Et on est payé en fonction de ce profit-là. Et, il n'y a pas de piston, il n'y a rien du tout. Et donc, c'était très stimulant comme expérience. Mais petit à petit, justement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et, euh, et Ah, on met beaucoup de temps à s'en rendre compte, en fait. toi, t'as Et mis puis, combien de temps à t'en rendre compte? en fait, si on parle des relations humaines, c'est très rapide. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont très bien en salle de marché, mais il y a Oui. aussi cet esprit de compétition, un peu cette histoire de ruche, où on laisse, au sein de Ouais. la SG, on laissait les gens se battre entre eux, être très compétitifs entre eux, même au sein de la même banque, au sein de la même salle de marché. C'est un monde de loup, Euh, quoi. C'est pas pour rien que. Ça Non? manque de loup, mais c'est parce que aussi il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Hmm. Et il n'y a pas trop de coopération dans une salle de marché. C'est-à-dire que chacun est un peu dans son Chacun pour coin, soi. et voilà, Ouais. un peu. Et d'ailleurs, il y en a qui le vivent mal. Par exemple, si on prend l'histoire de Jérôme, à un moment, et je pense qu'il a voulu prouver que c'était un bon trader et qu'il pouvait sortir de l'université, mais qu'il était quand même un bon trader. Et je pense que c'est ce qui a poussé à ce qu'il fasse ce qu'il a fait, quoi. Et justement, dans une salle de marché comme à SG, c'est une ruche, mais très hiérarchisée. C'est-à-dire que si on sort de Polytechnique, on vaut tant, si on sort de Centrale, on vaut tant. Et Mhm. donc, ça met beaucoup de pression, de mauvaise humeur. Mais je me suis dit, c'est des côtés humains. J'ai jamais fait au début le lien avec justement la monnaie. Euh, et petit à petit, en fait, on se rend compte, parce que quand on arrive dans la banque, on nous apprend le métier et on prend pour acquis tout ce qu'on nous raconte, parce qu'on se dit, ce sont quand même des grosses institutions. Que ce Ouais. soit la SG ou la BNP, c'est des institutions qui existent depuis le 19e siècle.
Et donc, on se dit, si c'est la première et la deuxième, voire la troisième banque, si on met le Crédit Agricole qui est devant elle, on se dit qu'on est quand même dans une des top 3 banques françaises. Donc, ce qu'on va nous raconter, en fait, à 23 ans, on le remet pas trop en question. Et Mhm. mais c'est avec le temps qu'on commence à se dire: «Mais est-ce qu'il y a pas un peu de dans mon métier, un peu de spéculation?» Et on essaie de savoir ce qui va pas. Et pour être honnête, j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris en fait. J'avais compris un peu, hein, mais c'était pas trop expliqué et c'est parce que je me posais des questions. Beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Je Ouais. pense qu'ils sont très, très rares ceux dans une salle de Ta prise de marché. recul n'est pas automatique, quoi. Mais non, parce qu'en fait, les salaires sont tellement énormes que Et les gens, oui. ils ferment les yeux, quoi. Tout Mhm. ce qui est la conscience en fait, on l'oublie très rapidement quand Ouais. on est payé ces sommes-là. Mais moi, franchement, de tout temps, je me posais des questions. Je posais des questions et des questions qui me dérangeaient. Mais c'est Mhm. vraiment, vraiment quand j'ai arrêté et que je me suis intéressé à la monnaie, en fait, la monnaie, j'ai l'impression que c'est vraiment la chose cachée de ce monde-là. C'est-à-dire que, heu, voilà, nous, on est des ingénieurs, on n'a pas fait d'économie, on nous a appris en quelques jours notre métier et la monnaie n'est qu'un outil, en fait. Un outil qu'on traite par journée en notionnel par milliard. Mhm. Mais j'ai eu très honte en sortant de ce boulot-là, en 2016, 16 ans ou 15 ans après, mes débuts, de ne Ouais. de me rendre compte que je ne savais pas ce qu'était la monnaie et Mais j'ai justement, tellement on va la définir avec ton aide. Et alors, juste avant qu'on parte sur cette définition de la monnaie, à quel moment, du coup, tu as eu ce déclic qui t'a fait sortir du parcours? il y a eu plusieurs moments, mais Ouais, en fait, la crise de 2008 quand même, elle nous a mis à nu, quoi. ouais. On s'est dit, «Là, non, il y a quelque chose qui va pas». Parce que jusqu'en 2000, sérieusement, on se croyait tous pour des cadors comme, je disais que jusqu'en 2008, on se prenait pour des cadors parce qu'en fait, nous, on fait que d'appliquer des modèles mathématiques, comme, Mhm. bah, le plus fameux, c'est celui de Black-Scholes, qui a été mis en place à peu près dans les années 70, mais qui était imparfait, qui a été amélioré par les banques, par nous-mêmes, et cetera. Et donc on se croyait vraiment, maître, de ce monde financier et quand il y a eu la crise de 2008, moi j'ai vraiment eu, l'impression qu'on était des petites fourmis et qu'il y avait un géant qui se jouait de nous et ce géant, c'est, ce monstre qui est le marché. Parce qu'une fois que le marché bouge et qu'il décide de bouger, en fait, on n'est plus rien, Il on est emporte tout sur son insignifiant. passage. Ah oui, on est insignifiant et là on se dit: «Mais, en fait, on ne maîtrise rien» et Ouais. moi je l'ai vécu vraiment comme ça et pas le Et, seul d'ailleurs. et alors, tu parlais de ton intérêt par après pour la monnaie. Pourtant, la monnaie, c'est ce qui constitue le cœur de ton métier à l'époque, non? Oui, mais alors il y a différents, dans une salle de marché, il y a différentes salles de marché, en fait. Moi, je travaillais sur la salle de marché action, Ouais, donc c'est celle qui est quand même plus loin de la monnaie. Il y a ceux qui sont d'accord. dans le crédit ou sur la dette, ils s'y connaissent un peu plus. Et nous, on est quasiment tous ingénieurs et j'ai tellement eu honte qu'en fait, j'ai invité, tous mes ex-collègues pour savoir s'ils savaient vraiment ce qu'était la monnaie. En fait, il y en a Ouais. aucun qui a réussi à me répondre Bah, je pense et que tu vas nous éclairer, nous aussi, ce soir, parce que, à part cette conception des billets et des pièces de monnaie qu'on a, est-ce qu'on sait vraiment fondamentalement ce que c'est que la monnaie, quoi? Alors, est-ce que tu peux nous donner ta définition avec l'expérience que tu as acquis toutes ces années? OK. Avant de rentrer justement dans ce que j'appelle les 2 monnaies et la hiérarchisation de la monnaie, Ouais. moi, dès que je me suis intéressé, à la monnaie, en fait, je me suis dit, déjà, c'est un peu par chance parce que, en 2013, au sein de la Barclays, il y avait un jeune trader qui utilisait les serveurs de la Barclays le soir pour miner du bitcoin. Donc ça m'a poussé un peu à comprendre à peu près ce que c'était le bitcoin et cetera. Ok. Mais je l'ai mis entre parenthèses et j'ai essayé de revoir ça en 2016, revoir un peu ce qu'étaient les cryptos et cetera. Mais au début, quand je me suis intéressé à la monnaie, je me suis dit: «Mais c'est vraiment fondamentalement ça, heu, qui crée un peu la pagaille dans le monde dans lequel on est aujourd'hui». J'arrivais à expliquer quasiment tout, mais petit à petit, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on sort de ce que je savais faire, c'est-à-dire un peu de finance, et des maths, m'intéresser à l'économie d'abord et ensuite, à des choses un peu plus philosophiques et même, à des choses voire théologiques, comme ce qu'on appelle les scolastiques qui sont, entre des philosophes et des théologiens du Moyen Âge en Europe, on se rend compte que justement des gens, ont compris la monnaie autrement que mathématiquement. Alors que quand on travaille dans une salle de marché en finance de nos jours, C'est que des heu maths.
Ah, c'est que des maths, Ouais, 100% de maths. Et 100%, c'est un peu, c'est pour ça qu'on dit science économique, mais elle a de science que le nom, parce que ça repose sur des modèles. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on pousse les modèles à bout, ben, ils craquent tous. C'est-à-dire que on est dans nos modèles tant que ça marche. Dès qu'on s'en éloigne, les modèles ne sont plus là. Donc, on est livré à nous-mêmes. Et ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé à cette notion. Tout à l'heure, on faisait le lien entre temps et monnaie. Avec la banque ouais, de temps, vous étiez en train d'en parler. Mais on se rend compte qu'en fait, la monnaie, justement, ça emmagasine du temps. Ça emmagasine de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie des gens qui travaillent et notre temps. Et donc, je suis arrivé à cette idée que la monnaie égale temps. Et en fait, on avait besoin justement de faire en sorte que la monnaie et la dette coïncident au final. Pourquoi? Parce que quand on endette les gens, en fait, on les emprisonne un petit peu dans cette culpabilité de devoir payer. Et ils ne payent pas juste ce qu'ils remboursent, c'est-à-dire ce qu'ils ont emprunté, ils payent en plus les intérêts, les c'est-à-dire intérêts, un ouais. peu plus que ce qu'ils ont emprunté. Mhm. Et si je devais dire quel est le boulot du banquier en une phrase, c'est une sorte de magicien de nos jours, hein, avec une baguette magique, qui a ce pouvoir-là de ramener à aujourd'hui ce qu'on est censé gagner dans le futur. Et donc, il nous le ramène à aujourd'hui. Donc, il dit, bon, bah, je pense que vous allez gagner 300 000 euros dans le futur, sur les 20 prochaines années. Je suis prêt à vous prêter 100 000 euros pour vous acheter votre appartement. Et donc, il nous le ramène aujourd'hui. Donc, c'est super sympa jusqu'à là. Parce que, comme tous les êtres humains, on est impatient et notre vie est courte et on veut prendre toujours de l'avance sur le temps. Mhm. Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, ils demandent des intérêts. Alors aujourd'hui, c'est très bas les intérêts, mais à l'époque, par exemple en 2008, sur une première mensualité, quand on payait un crédit qui était lissé sur la première mensualité, 60% du premier paiement était justement consacré au remboursement des intérêts. Donc voilà, D'accord. ça c'est juste pour expliquer qu'il y a un lien entre monnaie, temps Et les temps, ouais. et en fait notre vie, en fait, le temps de notre vie. Et donc, mais pour revenir à la monnaie, alors on a parlé des monnaies locales tout Mhm. à l'heure et peut-être qu'on va revenir dessus, mais si on veut parler dans la zone euro, il y a deux types de monnaies. Alors les gens vont dire non, il n'y en a qu'une, c'est l'euro. En réalité, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la monnaie centrale, c'est celle qui est émise par la Banque centrale européenne, la BCE, Mhm. qui n'est rien d'autre, la Banque centrale, parce que pour que les gens comprennent, parce que des fois on me demande mais pourquoi la Banque de France existe vu qu'il y a la BCE. La Banque centrale n'est rien, ni plus ni moins que la somme de toutes les banques centrales selon le poids qu'elles ont dans la zone euro en termes économiques. Euh, c'est ce qu'on appelle le capital key, donc la clé de répartition. Et à titre d'information, la France a un poids de 15% dans la Banque Dans la centrale BCE? européenne. Voilà. Ouais. L'Allemagne, c'est 20%, et un petit pays comme la Belgique, c'est 2,5%. Voilà. D'accord. En gros, la Grèce, encore moins, c'est autour de 1,5%. Donc, et cette BCE a le pouvoir de créer à partir de rien ce qu'on appelle la monnaie centrale. Ce sont des euros centraux. Et qui a le droit d'utiliser euh, cette monnaie-là? Il n'y a que les banques commerciales qui ont, elles, un compte à la Banque centrale européenne. Mhm. Donc c'est vraiment, il faut voir la monnaie, l'euro, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau au-dessus, c'est celui de la Banque centrale européenne et toutes les banques commerciales. Alors il y a juste une petite exception, c'est que quand on utilise des pièces et des billets, c'est de la monnaie qui est émise par la Banque centrale. Mais ça ne représente quasiment rien si on compare ça à la masse monétaire, c'est-à-dire tous les euros qui sont en circulation en zone euro. C'est D'accord. vraiment très petit par rapport justement aux monnaies, ce qu'on appelle la monnaie électronique, en fait, la monnaie digitale, Mhm. numérique. Donc ça, c'est la première monnaie, c'est la monnaie banque centrale émise par l'euro. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est-à-dire que c'est la monnaie, et celle-là, elle est plus intéressante en fait. C'est la monnaie qui est émise par les banques commerciales. Et comment elle est émise? Moi, je ne savais pas, hein, que les banques commerciales pouvaient créer jusqu'à 95% de la monnaie qui est en circulation de nos jours dans notre économie. Et on se dit, mais comment une institution privée a le droit de créer monnaie? Parce que quand on demande aux gens qui ne savent rien du tout de l'économie, ils se disent, c'est l'État qui crée la monnaie. Et ceux qui sont un peu plus évolués vont dire, bah, c'est la banque centrale qui crée la monnaie et après elle la prête aux banques qui, elles, vont les prêter aux ménages, aux entreprises, aux multinationales, etc. et aux États.
Et en réalité, non. 95% de la monnaie qui est en circulation est émise grâce à une décision d'une banque commerciale. C'est-à-dire que c'est au moment où un ménage va voir son banquier, lui demande justement de faire un crédit, et c'est à ce moment-là que la monnaie est créée numériquement sur un serveur d'une banque et qui sert justement à acheter une voiture, un appartement, etc. Donc, ce sont les crédits à 95%, la dette quand c'est des États ou des multinationales, et des crédits quand c'est des ménages ou des petites entreprises. Ce sont ces dettes-là qui font justement la monnaie. Donc, cette monnaie-là, on l'appelle monnaie scripturale. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite sur les comptes de la banque, donc c'est une Mhm. monnaie comptable. Moi, j'ai plutôt envie de l'appeler monnaie crédit ou monnaie dette. Et donc, 95% de notre monnaie repose justement sur de la dette. Alors, on va me dire, mais les banques commerciales peuvent créer de la monnaie, c'est incroyable, pourquoi elles n'en créent pas de façon infinie? Eh ben, en fait, parce que déjà, quand elles ont créé, euh, quand l'argent est remboursé, elles ont obligation de la détruire, c'est-à-dire comptablement. C'est-à-dire, si une banque prête 100 euros à un ménage, si le ménage rembourse ces 100 euros, ben, la monnaie n'existe plus. La banque est obligée de recréer des crédits pour que justement la croissance de la monnaie soit constante au cours du temps. Donc, D'accord. donc voilà, il faut vraiment voir ça à deux étages. Il y a la monnaie des gueux, c'est-à-dire nous tous, même celle des États, des multinationales, etc., qui sont avec les banques commerciales. Et ces banques commerciales sont un peu pivots parce qu'elles aussi, elles utilisent une autre monnaie, c'est la monnaie centrale, entre elles et leur banque centrale. Et en Europe, c'est la BCE.